Écoutez, je vous propose de démarrer cette deuxième table ronde. Je vais commencer par remercier chaleureusement les 5 intervenants qui ont accepté de venir échanger avec vous cet après-midi. Donc je me présente, Cécile Jaffré, je suis chargée de mission auprès du directeur de la NLCI pour la coordination des actions. Donc je vais présenter évidemment nos interlocuteurs de cette deuxième table ronde. Donc Esther Bégon pour la FEV, Astou Arnould pour le 3CABTP, Anaïs Deleuil pour Transition Pro Île-de-France, Sarah Drissi du Lupromi et Marc-Olivier Jouan du FPETT. Donc on aura l'occasion de revenir un peu plus précisément sur les structures que vous représentez. L'idée de cette deuxième table ronde, je pense qu'on a bien vu sur la première la complexité de cette question de la situation d'illettrisme sur des périodes d'alternance. Donc on a beaucoup réfléchi ensemble sur la première table ronde sur la capacité à détecter, à comprendre ce phénomène. Et puis maintenant, on a cherché à vous présenter sur cette deuxième table ronde des sources d'inspiration sur maintenant le comment faire et des idées, on va dire de mise en dynamique et d'accompagnement qui peuvent être mises en place dans ces parcours alternants. Donc on va plus particulièrement s'intéresser à ce qui se passe soit juste en amont du démarrage du contrat alterné, soit pendant le contrat alterné. Donc c'est vraiment par rapport à cette phase-là qu'on va travailler ensemble. Donc le but, il est toujours le même. C'est le but de l'ensemble des échanges de cet après-midi, que ce soit sur les stands, sur les ateliers ou sur les tables rondes. C'est bien de prévenir l'échec des parcours alternés, de façon à éviter des ruptures pour de mauvaises raisons, à savoir l'incapacité à suivre en raison d'une fragilité des compétences de base. Donc l'alternant, c'est vrai qu'il est dans une situation qui, et parfois c'est même la première fois dans sa vie, se retrouve dans une situation différente, originale. On a vu effectivement qu'il est à la fois élève et à la fois salarié. C'est quand même un statut très original. Et puis pour un certain nombre d'entre eux, ils ont jusque-là vécu uniquement une expérience scolaire qui souvent a été difficile. Et c'est en vivant cette expérience scolaire, ils n'ont pas forcément pu expérimenter directement le fait que les compétences acquises dans ce cadre-là pouvaient avoir un lien direct avec leur capacité à exercer leur métier. Et quand ils se retrouvent en situation d'alterner, ils touchent du doigt le lien direct des compétences qui leur paraissaient jusque-là très scolaires, très abstraites, et puis leur mise en œuvre concrète dans un métier. D'où l'intérêt, évidemment, de travailler sur cette période charnière de l'alternance et d'utiliser cette période pour la détection et l'accompagnement, mais aussi pour une prise de conscience, une forme de déclic pour les publics concernés. Donc les deux premières initiatives que je vous propose d'évoquer ensemble là cet après-midi travaillent justement sur cette question du déclic, du parcours du déclic. Donc, on va commencer par la présentation d'un programme qui, il me semble, illustre justement parfaitement cette logique de période préparatoire, de déclic, qui est un peu le gage d'une alternance réussie par la suite. Le projet d'alternance peut donc constituer un déclencheur, une espèce de pied à l'étrier vers une insertion professionnelle et donc sociale. Et c'est tout l'intérêt d'un programme comme celui qui est développé par l'AFEV, donc l'association de la Fondation étudiante pour la ville, qui est intitulé Apprentis solidaires. Donc, Madame Esther Bégon, vous êtes développeuse manager des apprentis du programme Apprentis solidaires pour la FEV. C'est un programme qui existe maintenant depuis 5 ans, qui compte aujourd'hui 60 promotions de 10 jeunes, et dont 7 en Île-de-France. Donc, c'est un gros programme qui fonctionne déjà depuis un petit moment et sur lequel vous avez du recul. Et chaque groupe de 10 jeunes est donc suivi par un coordinateur qui lui est dédié et pendant une période de 6 mois, ce qui est quand même un temps long. Donc, est-ce que vous pouvez nous indiquer qui sont ces jeunes et puis qu'est-ce que vous faites avec eux pendant ces 6 mois ? Oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ces jeunes, c'est des jeunes qui ont entre 16 à 25 ans, qui sont en situation plutôt infra-bac et qui sont en situation de décrochage majoritairement. C'est des jeunes qui ont soit arrêté leur scolarité en cours de parcours, c'est des jeunes qui ont pu avoir une mauvaise orientation ou tout simplement qui n'ont pas trouvé ou réussi parfois aussi à trouver une entreprise quand ils se sont orientés vers un apprentissage.
Ce que je peux vous dire de ce qu'on fait pendant ces 6 mois avec eux, ces 6 mois, on a 3 axes qui sont principaux. Le premier axe, qui est vraiment la pierre angulaire de cette prépa à l'apprentissage, c'est des missions de solidarité. Voilà, les jeunes, ils sont en contrat service civique pendant 6 mois avec nous. Ils vont réaliser des missions de solidarité dans des associations partenaires, des associations du territoire qui acceptent de les accueillir, et on va travailler avec eux tout ce qui va être le développement de compétences. Quand ils vont rentrer dans ces associations, c'est leur dire, tu vois, tu es capable de faire, tu sais faire, ne te dévalorise pas. Et puis en fait, au cours de ces missions, tu vas aussi apprendre plein de choses. Tu vas découvrir que tu es capable de faire ci, que tu es capable de faire ça, que tu aimes faire ci ou que tu aimes faire ça. Donc c'est vraiment le premier point essentiel. Il y a un deuxième point qui va plutôt être un point sur tout ce qui est la formation. C'est l'idée vraiment de leur offrir les armes et les outils pour trouver leur orientation et les sécuriser dans un parcours de formation. On l'a dit, effectivement, le rapport à l'école peut être compliqué. Ils ont vécu parfois des choses qui n'étaient pas faciles, ils ont tendance à se sous-estimer, et c'est vraiment de dire, voilà, si tu es prêt à retourner vers un apprentissage, vers une alternance, faut t'y préparer, il y aura de la formation, tu vas retourner quand même si tu vas être en entreprise, il y a quand même des temps, voilà, où tu vas être en salle et où tu vas devoir retourner dans un système un peu scolaire, même si c'est moindre. Donc, c'est vraiment les préparer à ça. Et un dernier point qui est vraiment le projet professionnel, c'est leur permettre de découvrir quel projet ils veulent et sécuriser vraiment ce projet dans le temps. C'est vraiment être sûr qu'à l'issue de cette prépa à l'apprentissage, c'est de se dire, c'est bon, je sais ce que je veux faire et j'y vais et je lâcherai pas. Très bien. Donc, si on recentre un peu sur la partie justement compétences de base, donc comment vous vous donnez les moyens d'évaluer ou de détecter une situation et comment vous accompagnez ? Il y a plusieurs moyens qu'on met en place pour évaluer. Effectivement, le premier, c'est les outils qui ont été cités précédemment. On utilise Eva. On leur demande effectivement de se connecter sur la plateforme et de passer des évaluations. Et nous, ça nous permet de voir en fait derrière un petit peu le niveau qu'il y a au niveau du groupe, souvent qui est assez différent des uns et des autres. On va aussi pouvoir évaluer les compétences de base quand on va prendre du temps avec eux pour discuter, quand on va leur demander de lire certains documents, quand on va leur demander de faire des comptes rendus, et on va se rendre compte qu'en fait, quand on cache la feuille, quand on dit non, je veux pas lire ou j'ai autre chose à faire, on se rend rapidement compte qu'en fait, derrière il y a quelque chose, il y a un frein, il y a quelque chose qu'il faut creuser avec eux. Et donc pour essayer de combler tout ça, après nous on travaille avec des centres de formation indépendants. Ça va être propre à chaque promotion, à chaque territoire. On va pouvoir s'orienter vers des centres de formation indépendants pour proposer de la remise à niveau, même si c'est pas le mot que je préfère parler plutôt de valorisation des savoirs, parce qu'il y en a quand même et que je pense que c'est important de dire plutôt comme ça, et qui vont les accompagner justement sur tout ce qui peut être les compétences de base à acquérir et à revaloriser. On a également un partenariat avec la Fondation Voltaire. Donc voilà, quand on passe pas par des organismes de formation et qu'on va plutôt faire de l'individuel en fonction de chacun, on les accompagne sur la plateforme. Et puis après, il y a plein de choses qui sont mises en place. On va nous les accompagner aussi individuellement. Quand on va travailler sur le CV, sur la lettre de motivation, c'est de prendre le temps de se poser avec eux. C'est le temps de leur donner des petites astuces. On n'est pas professionnel dans ce domaine-là, mais on a quand même des restes et des souvenirs aussi. Et puis, on va aussi beaucoup travailler sur tout ce qui va être l'accès à l'écriture. On a un partenariat également dans certains territoires avec la ZEP pour rédiger des articles et où il y a vraiment cette idée de non, l'orthographe, pour le moment, tu t'en soucies pas. Voilà, si tu arrives à écrire, si tu te sens de parler pour que ça puisse retranscrire, voilà, mais que tu puisses transmettre un message. Voilà, c'est ce qu'on amène, c'est ce que nous on met en avant vraiment c'est leur redonner confiance, les revaloriser au maximum pour leur dire vous êtes capable et il y a des choses que vous pouvez améliorer, il y a des choses que vous pouvez travailler. Très bien, et les remettre du coup dans la perspective potentiellement d'une alternance et d'un cursus a posteriori. Donc je le disais tout à l'heure, ça fait 5 ans que vous avez démarré ce programme qui a pris de l'ampleur progressivement d'année en année. Avec ce recul de 5 ans, qu'est-ce que vous identifieriez comme étant les freins principaux à la réussite de ces parcours ? Qu'est-ce que vous décelez comme étant les conditions de la réussite, si on ne veut pas parler de freins ?
On peut quand même parler de freins. Enfin, je pense qu'il faut l'aborder parce qu'ils sont présents. C'est une réalité. Et il faut faire avec. Il faut réussir justement à travailler ça avec eux. Les premiers freins, c'est les freins sociaux qui sont importants. Il y a des problèmes de santé, il peut y avoir des problèmes familiaux, il peut y avoir des histoires de logement, il peut y avoir des questions financières. Et en fait, aller vers un apprentissage, retourner vers une formation, quand on ne sait pas déjà ce qu'on veut faire ou quand on a un manque de confiance en soi, et ben en fait derrière, il faut réussir à creuser pour trouver ce qu'il y a. Et il faut vraiment réussir à lever ces freins-là avec eux pour réussir justement à les accompagner au mieux. Et il y a un des freins aussi quand on veut les réaccompagner vers une formation, c'est justement le rapport à l'école. C'est le fait de ne pas et on le fait aussi avec nos partenaires qui interviennent dans le cadre de la valorisation des savoirs remise à niveau, c'est de dire d'être au maximum dans une pédagogie active. Essayer au maximum de travailler avec eux, mais de manière détournée, essayer de trouver des choses un peu transversales, mais qu'ils aient pas l'impression de retourner à l'école, parce que sinon, nous, pendant les 6 mois, en fait, ça va pas leur convenir, même si c'est 3 heures par semaine, en fait, ils vont dire, non, 3 heures par semaine, en fait, je veux pas y aller. Et puis, finalement, ils se mettent en difficulté pour retourner vers de la formation derrière. Donc, il y a vraiment tout cet aspect-là à travailler énormément, ouais. Merci pour ces précisions. Et puis, on va terminer sur une note positive. Qu'est-ce que vous constatez comme effet positif sur les jeunes que vous accompagnez dans ce cadre-là? Et voilà, qu'est-ce qu'ils tirent en fait de ces 6 mois? Je dirais que ce qui ressort le plus, c'est la confiance en soi. C'est vraiment quand, en général, à la fin des 6 mois, ils partent, c'est venir nous voir et nous dire vraiment, j'ai appris plein de choses. Maintenant, je suis capable de. Voilà, il y a cette idée de je suis prêt à retourner en formation. Je me sens capable d'aller vers les autres. Le fait de retourner en formation aussi, c'est de se dire, en fait, j'en suis capable. J'ai trouvé une entreprise, ça a super bien marché pendant les stages. J'ai rencontré les CFA, je me sens prêt à y aller. J'ai vu comment c'était. Et puis, il y a aussi le fait d'aller vers. En fait, souvent on le met dans l'autre sens, mais là c'est eux qui vont vers. On essaye de leur faire rencontrer un maximum de partenaires, justement en lien avec ces freins. Et c'est la capacité maintenant qu'ils ont à aller les voir seuls. Merci pour votre témoignage. Alors on va rester dans une source d'inspiration, une autre initiative différente et à la fois on voit bien toute la connexion. On va retrouver certaines valeurs fondamentales de ce qu'on vient d'évoquer là. Pour créer les conditions d'un déclic, il y a une initiative donc très intéressante du 3CA BTP. Je me tourne vers vous, Madame Arnould, autour de la capacité des alternants et de leurs encadrants à parler et à écrire le travail. Donc, je vais vous laisser présenter cela. Vous êtes ingénieur de formation au 3CA BTP. Je me lève pour vous montrer de quoi nous allons parler. Nous allons parler de Vite Chantier. Alors, j'espère que vous connaissez tous Vite Chantier, que vous avez tous lu Vite Chantier. Moi, voilà, alors c'est parce que j'ai rédigé ma question comme ça, mais vraiment je la revendique. C'est à la fois une œuvre littéraire et un outil pédagogique. Et c'est vraiment une œuvre littéraire et un outil pédagogique. Donc, je trouve ça très intéressant que vous puissiez nous expliquer. Voilà. Qu'est-ce que vous avez voulu faire avec ce projet et puis on les laissera à disposition si vous voulez jeter un coup d'œil. Puis sinon, il faudra les commander, parce que on récupère nos exemplaires à la fin. Merci Cécile. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, le 3CA BTP est un organisme paritaire des branches bâtiments et des travaux publics qui coordonne la politique de la formation et aussi de l'innovation pédagogique en direction des organismes de formation dans le BTP, dans l'alternance et en apprentissage. Et puis le 3CA BTP actualise en permanence la pédagogie de l'accompagnement pour modeler ou pour consolider la qualité de la formation. Il est important pour moi de resituer ça pour pouvoir comprendre la suite de mon exposé. Le fait que nous sommes en permanence dans l'accompagnement des équipes pédagogiques pour la qualité de la formation et par un ricochet pour sécuriser le parcours des apprentis. Alors la genèse de ces ouvrages, les récits de travail
du triptyque de l'alternance. Merci Cécile d'avoir dit que c'est à la fois un objet littéraire et c'était conçu pour ça, c'est de la littérature professionnelle et aussi un support pédagogique. Donc à partir de cette conception, c'est devenu un support pédagogique aujourd'hui pour des formateurs. La genèse de ce projet donc tire sa source de la lecture d'un autre ouvrage, celui-ci que je vous recommande également, qui est l'intitulé de l'ouvrage, c'est Dire le travail en agriculture, qui a été dirigé par Patrice Bride, qui est un des référents quand même sur l'écriture du récit de travail. Et en lisant cet ouvrage, j'ai lu en une soirée, parce que quand je l'ai pris en main, tellement que c'était intéressant et accrocheur, j'ai non seulement lu des aspects que je connaissais de l'agriculture, de l'extérieur, comme vous et moi, et au-delà de ça, j'ai appris énormément de choses sur l'agriculture, et surtout j'ai appris, à mon sens, ce qui n'est pas implicite, ce qui nécessite d'être explicité par tout professionnel pour pouvoir saisir les contraintes de la profession. Et ce qui m'a intéressée là-dedans, je me suis dit, effectivement, lire et percevoir ce qui n'est pas perceptible, en étant moi dans la formation et dans l'alternance, je me suis dit, c'était très intéressant. Et ça me permet de dire ici, parce que souvent, quand on est dans l'apprentissage, on voit plus les gestes, disons, voilà, c'est les métiers manuels, ce sont les gestes, c'est les mains. On oublie que les gestes, les mains, ne sont qu'une suite logique de la pensée. Et on ne doit jamais séparer la pensée des mains des gestes, puisque c'est la pensée consciente ou inconsciente vont diriger les mains. Et de fait, si je reviens à cette genèse, j'ai émis l'hypothèse qu'un ouvrage pareil qui m'apprend, moi, des aspects des travaux des travailleurs de l'agriculture, eh bien, les mêmes types d'ouvrages dans le BTP, de fait, les récits de travailleurs du BTP, sera apprenant aussi. Sera non seulement apprenant pour les apprentis, parce qu'ils vont avoir accès à l'implicite des dépositaires du travail du BTP, c'est-à-dire les maîtres d'apprentissage, qui sont ceux qui les forment sur le terrain, ce qui n'est pas toujours explicité, parce que les maîtres d'apprentissage sont dans leur propre routine. Et donc, ça va être apprenant pour eux, mais ça va être valorisant pour l'ensemble des travailleurs du BTP, et ça va être aussi une offre de découverte pour le grand public. Donc, voilà un peu le tour d'horizon sur la genèse. Et de fait, j'ai proposé ce projet à ma direction et j'ai piloté une équipe pédagogique et aussi des auteurs-rédacteurs et nous avons produit ces 3 ouvrages. Ces 3 ouvrages, dont d'ailleurs l'ouvrage concernant le récit des apprentis, qui retrace les apprentis parlent de comment ils sont formés en entreprise et en CFA. Ça retrace leur vision de la formation. Ça retrace aussi leur stratégie dans la participation de leur propre insertion professionnelle. Et enfin, sur la genèse, ce que je dirais, une fois que les ouvrages ont été produits, déposés à la Bibliothèque nationale de France en tant qu'objet littéraire, et ensuite ça a été distribué dans beaucoup de centres de formation d'apprentis en alternance. Et aujourd'hui, ces ouvrages sont diffusés dans plus de 1600 centres de formation et qui peuvent être aussi demandés de nouveau, nous les distribuons. Donc, à la suite de cette distribution, de cette diffusion dans les centres de formation, les formateurs de français, mais aussi de l'atelier, ont commencé à se servir de ces
de ces ouvrages, des textes en tant que support. Et nous-mêmes, au sein du 3CA BTP, nous avons mené une expérimentation dans 12 établissements pour suivre l'utilisation des textes en tant que support pédagogique. Et durant ces expérimentations, moi je me suis déplacée aussi pour animer les retours d'expérience, mais ce que les formateurs disent, c'est qu'en mettant en œuvre, donc les textes leur permettent de mettre en œuvre tous les attendus du programme du français, c'est-à-dire les enjeux linguistiques peuvent être travaillés à partir de ces textes, donc que ce soit l'appropriation de la compréhension, de la reformulation, de l'explicitation. Mais c'est surtout ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'en utilisant ces textes, les formateurs se sont rendus compte qu'ils ont constaté un grand engouement dans la lecture de ces textes, parce que ces textes-là étaient contextualisés et étaient parlants pour les apprentis, même ceux qui se définissaient comme n'aimant pas lire. Eh bien, quand ils démarraient la lecture de ces récits, et notamment celui de l'apprenti, ils avaient du mal à faire quitter les apprentis dans la salle de formation. Et ça, c'est vraiment des choses qui ont été non seulement rapportées, mais que j'ai vécues aussi, puisque à la suite de ça, j'avais des demandes des formateurs, parce qu'il y avait des apprentis qui voulaient partir avec les exemplaires des ouvrages qui étaient prévus pour l'étude. Et de fait, on leur a chaque fois envoyé ces ouvrages-là. Et alors, ce qui est à retenir et qui est intéressant pour ceux qui nous réunissent aujourd'hui, c'est que à travers cet engouement, ça facilite la lecture plaisir, et la facilitation de la lecture plaisir peut mener à d'autres lectures. Donc ça, c'est intéressant à retenir. Et ça permet aussi d'engager à l'écriture, parce que ces récits-là servent de modèle pour les apprentis, parce qu'ils voient dedans ce qu'ils font, de la manière à laquelle c'est explicité, c'est dit, ça leur donne un modèle. Et d'ailleurs, le programme de français en CAP insiste beaucoup sur le brouillon, sur la capacité à écrire à partir d'un brouillon ou à partir d'un modèle pour pouvoir apprendre à écrire le mieux possible. Et le deuxième point intéressant, c'est que ça a été un grand bénéfice pour les apprentis rencontrant des difficultés dans la maîtrise des compétences de base, et aussi les apprentis présentant des risques de l'illettrisme. Et dans les deux cas, ces deux publics, ça a apporté ça a permis de les amener à une lecture beaucoup plus assidue. Et par ricochet, on est dans un cercle plutôt vertueux qui permet avec un même support, et c'est là où on est dans l'inclusion, c'est-à-dire un même support va servir à la fois pour l'apprenti qui a le niveau dans lequel il se trouve, mais aussi pour l'apprenti qui rencontre des difficultés. Merci beaucoup, Madame Arnould, pour cette présentation. Je pense que voilà, évidemment, on laissera le temps aux questions à la fin. C'est pour ça que j'enchaîne, de façon à ce que vous puissiez ensuite poser toutes vos questions. Mais on voit bien, et on l'a vu aussi avec la présentation de Madame Egon, toute l'importance de la contextualisation, de la notion de projet, de se mettre dans une dynamique, de faire les choses pour quelque chose et avec un objectif. Et je pense que c'est ce qui fait lien aussi avec ce qu'on va évoquer tout de suite, avec Anaïs Deleuil de Transition Pro et Madame Drissy de UPROMI. Puisqu'on va évoquer donc une autre façon de créer le déclic, au-delà de faire lire, faire écrire, etc. La certification CLEA. Donc c'est la possibilité en fait de s'appuyer finalement sur un outil dans le cadre d'un parcours pour aussi embarquer cette question des compétences de base dans un projet plus large qui est le projet d'accès à un emploi, tout simplement. Donc, dans ce cadre-là, Transition Pro, je rappelle que c'est la structure qui a en charge le déploiement de CLEA en région. Et Madame Deleuil, vous êtes responsable partenariat et développement pour cette structure, Transition Pro Île-de-France.
En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que Cléa déjà, et puis évidemment en quoi c'est pertinent par rapport à une question de parcours d'alternance? Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, je vais définir ce que c'est que la certification Cléa. C'est une certification qui a été créée par les partenaires sociaux en 2015 et c'est une certification interprofessionnelle. Donc, elle touche tous les secteurs d'activité et tous les métiers. Elle vise prioritairement le public peu ou pas qualifié et également le public en situation d'illettrisme. C'est important, j'y reviendrai tout à l'heure. On dit souvent que Cléa, c'est les maths et le français. Pas seulement, même loin de là. Cléa, c'est une évaluation sur les compétences de base qui sont nécessaires de maîtriser à tout individu dans son parcours professionnel et personnel tout au long de sa vie. Donc, dans Cléa, il y a la mise en valeur de la capacité, par exemple, d'apprendre à apprendre, la capacité de travailler en équipe et en autonomie. Donc, des compétences effectivement très transverses qui touchent, comme je l'ai dit, tout secteur et tout métier. En quoi Cléa est-elle une solution pour les personnes en alternance en situation d'illettrisme? Quand on parle d'alternance, on parle d'emploi. Je vais reprendre un chiffre très concret de la NLCI. 150 000 salariés en Île-de-France sont en situation d'illettrisme. Cléa est une solution, pourquoi? Premièrement, ce n'est pas une certification que j'ai envie de dire isolée, parce qu'elle a cette particularité de pouvoir être passée rapidement et surtout de pouvoir être réussie du premier coup. C'est simple, je passe la certification Cléa, 2 issues. La première, je la réussis, je suis certifiée. Je rappelle que c'est une certification officielle inscrite au répertoire spécifique. Deuxième solution, je passe Cléa, je ne l'ai pas réussi, mais j'ai valorisé mes acquis. J'ai détecté mes points forts sur les compétences de base que je vais pouvoir donc mettre au service de l'emploi. Puisque je viens de le dire, l'alternance est de l'emploi. Dans tous les cas, c'est une démarche positive. On dit souvent d'ailleurs que Cléa, c'est le certificat de ceux qui n'en ont pas. Moi, j'aime beaucoup cette phrase, elle est très parlante. Et comme c'est une certification qui peut s'obtenir, quand je dis rapidement, en moyenne, c'est une journée d'évaluation. Elle peut s'intégrer dans n'importe quel parcours professionnel à tout moment de la vie. Ça a du sens si j'intègre du coup Cléa en amont d'un parcours d'alternance. Je vais prendre un exemple très concret. Je peux même passer, je suis en situation d'illettrisme, je passe EVA ou EVA Gilles. J'ai 1, 2, 3, 4, je suis au 4e degré de situation d'illettrisme. Parmi ces 4 degrés, si je le souhaite, si la situation aussi, bien sûr, est pertinente, je peux tout à fait passer Cléa. Cléa, je rappelle, est certifiant. 2 issues, je l'obtiens ou je sais comment valoriser mes acquis. Et là, je ne peux pas rentrer en alternance. Je rentre en alternance soit avec mon premier certificat, soit en sachant exactement où j'ai ma plus-value, mais aussi où j'ai quelques points de vigilance que je vais pouvoir travailler, améliorer, pour finalement pouvoir aussi obtenir cette certification Cléa, puisque son deuxième avantage, c'est aussi qu'elle peut s'obtenir en 2 temps. Donc en aucun cas, il y a le mot échec. Cléa est une démarche positive. Et je vais terminer par citer 3 leviers qui ont été clairement identifiés au travers de cette certification, puisque Transition Pro, nous avons mené récemment une enquête auprès des certifiés Cléa pour mesurer l'impact très concret d'avoir passé la certification Cléa sur leur parcours professionnel. Le premier levier, c'est que ça donne de l'appétence pour la qualification professionnelle. C'est-à-dire que le candidat a envie d'aller plus loin. Et quoi de mieux si je le passe en amont d'un parcours d'alternance? J'ai envie finalement de continuer. Et oui, finalement, j'hésitais peut-être de rentrer en alternance. Finalement, je me sens d'y aller. Deuxième levier, ça diminue considérablement le taux d'abandon. On l'a dit tout à l'heure, je l'ai entendu, on n'est plus dans la rupture du parcours. Effectivement, le taux d'abandon baisse considérablement. Et c'est aussi très bien pour le candidat, mais aussi pour l'employeur,
puisqu'il s'assure en lui faisant passer Cléa, ou s'il sait qu'il l'a passé avant d'entrer en alternance, qu'il y a beaucoup plus de chances qu'il s'accroche et qu'il aille au bout. Et enfin, le dernier levier, je l'ai aussi entendu, c'est le regain de confiance. C'est fou à quel point une certification, déjà ces 3 leviers, il y en a d'autres, mais j'en ai pris que 3, j'ai pris les 3 premiers qui ressortent de l'enquête, et à quel point ça donne confiance. Parce que là, je l'ai dit, c'est une démarche positive. Donc le candidat se dit, mais je suis capable. Waouh, je sais faire tout ça. Génial. Et donc, pour conclure, c'est une démarche de valorisation des acquis. Il faut s'en emparer. Là, je m'adresse aux employeurs, même aux partenaires sociaux. Là, on est vraiment dans un parcours d'emploi, mais à tous ceux aussi qui accompagnent. On est aussi dans l'accompagnement. C'est un outil RH en soi. C'est aussi un outil de sécurisation des parcours. Et c'est rare pour une certification. Je tenais à le souligner pour terminer mes propos. Merci beaucoup. Alors, on va du coup illustrer. Alors, je vais me rapprocher de Madame Drissy parce que, voilà, je ne vais pas hurler de l'autre bout de la table. Donc, Madame Drissy, vous êtes conseillère formation à l'UPROMI, donc qui est un organisme habilité Cléa. Et donc, on avait choisi ensemble en préparant de pouvoir illustrer ce que vient de nous expliquer Madame Deleuil. Donc, notamment, vous avez mis en œuvre Cléa dans le cadre d'un programme de recrutement en contrat de professionnalisation à la RATP, qui s'est déroulé chaque année entre 2019 et février 2023. Donc, voilà, ça s'est terminé tout récemment. Donc, donc sur ce programme, est-ce que vous pouvez nous indiquer, voilà, de quoi il s'agissait, donc quel recrutement était prévu? Oui, en effet, nous avons eu, bonjour à tous déjà. Donc, nous avons eu l'opportunité de former environ 150 agents par an pendant 2 mois et demi, en animant 3 modules, dont un module Cléa. Et nous intervenions vraiment en amont de leur formation métier de machiniste-receveur sur 2 métiers, celui de machiniste-receveur ou celui d'animateur agent mobile, donc pour la RATP. Très bien. Alors, quel était le profil de ces personnes qui étaient donc recrutées en contrat de professionnalisation, là, pour le coup? Alors, c'était des personnes âgées de 18 à 50 ans, peu ou pas diplômées, sorties du système scolaire, parfois un peu douloureusement. Elles ont souvent commencé à travailler très tôt, donc avaient acquis déjà des compétences professionnelles. Elles avaient besoin de gagner en confiance sur leurs compétences afin d'être prêtes pour leur formation métier. Très bien. Et donc, vous avez donc utilisé Cléa. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu concrètement comment vous avez mis en œuvre Cléa dans ce cadre-là? Oui, alors dans le cadre de ce module Cléa, nous réalisions les évaluations initiales Cléa sur les 7 domaines, la formation sur les domaines donc, qui n'avaient pas été acquis à l'évaluation initiale et les évaluations finales Cléa, donc toujours sur les domaines qui n'avaient pas été acquis. Très bien. Et alors, vous pouvez nous dire peut-être à peu près quel était le taux de réussite finalement? Combien est-ce que vous arriviez à emmener jusqu'à l'issue de cette certification? Taux de réussite plutôt très très positif, de 90 à 100% des personnes formées ont validé les 7 domaines Cléa et ont pu être certifiées Cléa. Et donc, comme l'a dit Madame Deleuil, oui, ce certificat Cléa était souvent leur premier diplôme. Après, pour la suite de leur parcours, si une personne n'obtenait pas le certificat Cléa, elle pouvait continuer le contrat, il n'y avait pas de rupture. Et elle pouvait repasser une évaluation finale plus tard pour acquérir tous les domaines. Et pour les personnes qui n'étaient pas recrutées à l'issue de leur contrat de professionnalisation, mais qui avaient obtenu ce certificat, voilà, au moins elles avaient un diplôme. C'est ça. C'était un plus, mais pas une épée de Damoclès. Exactement, en fait, exactement. D'accord. Et comment donc les personnes recrutées dans ce cadre-là ont, selon vous, vécu cette initiative et cette mise en œuvre de Cléa? Alors, les personnes recrutées trouvaient cette initiative très positive, toujours, comme l'a dit Madame Deleuil, très valorisante. Elles voyaient le certificat Cléa vraiment comme un vrai plus pour faire le point sur leurs connaissances, valoriser leurs compétences. Elles se remettaient en question. Elles osaient parler de leurs difficultés. Elles dédramatisaient aussi le moment de l'évaluation. Et elles pouvaient ainsi progresser. Donc, gagner, voilà, on l'a dit, aussi en confiance grâce à l'entraide et à l'émulation de groupe, puisque c'était une formation de groupe. Et puis, par exemple, elles travaillaient la prise de parole en public pour le domaine 1. C'est une compétence qui peut être travaillée dans le domaine 1 Cléa.
Et souvent, les agents disaient que ce module Cléa les avait beaucoup aidés pour la prise de parole au micro, par exemple sur les métiers. Bien sûr. Donc, ils réalisaient, globalement, combien ils avaient progressé, que le travail fourni est utile. Ils étaient fiers aussi de pouvoir aider leurs enfants avec leurs devoirs pour certains. Parce que moi, je suis évaluatrice Cléa, donc je les voyais au début, à la fin de leur parcours, et on pouvait voir vraiment leur progression, et ils le ressentaient aussi. Ils avaient retrouvé, ça c'est très important, le goût de l'effort, le goût d'apprendre, et ils s'estimaient capables de poursuivre leur parcours, et en se projetant même sur une évaluation professionnelle à moyen et long terme. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation. Vous pouvez peut-être nous dire juste en termes de formation, d'accompagnement, donc pour les personnes dont vous aviez détecté qu'elles étaient le plus en délicatesse avec les compétences de base, qu'est-ce que vous pouviez proposer, mettre en œuvre ? Alors la formation a été réalisée par des professionnels formés au Cléa, donc les évaluateurs et formateurs, qui s'adaptaient à l'hétérogénéité des groupes en proposant des activités concrètes, toujours de la vie quotidienne et professionnelle. Dans ce certificat Cléa, vraiment, on est sur des compétences de la quotidienne, et aussi professionnelles. Donc des activités communes, en sous-groupe ou individualisées, en jouant toujours, comme je l'ai dit, avec l'émulation de groupe, et en insistant beaucoup sur le travail personnel, qui était vraiment valorisé. Et après, détail technique, tous les agents, en l'occurrence à la RATP, disposaient d'une tablette qui facilitait le travail aussi en autonomie, le travail personnel, et qui développaient aussi leurs compétences numériques. Merci beaucoup pour cette présentation et ce témoignage. Alors, on va terminer notre table ronde avec Monsieur Jouan, avant de donner la parole à la salle. Donc, pour cette dernière intervention, en fait, on a souhaité évoquer, par votre intermédiaire, Monsieur Jouan, une initiative prise par la branche professionnelle du travail temporaire, alors qui ne concerne pas à proprement parler des apprentis ou des alternants, mais dont il nous a semblé qu'elle pouvait vraiment être une source d'inspiration, y compris en transposition dans ce monde de l'alternance. Donc, Monsieur Jouan, vous êtes le directeur du Fonds professionnel pour l'emploi dans le travail temporaire, le FPETT. Et donc, dans ce cadre, le FPETT a donc souhaité créer un référentiel de compétences spécifiques de l'intérimaire, avec justement dans ce cadre des expérimentations menées sur une détection et un accompagnement pour la mise à niveau si elle est nécessaire. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement en quoi consistait votre projet, et puis quel lien on peut faire avec les situations d'illettrisme ? Mais je vais le faire avec grand plaisir. Juste peut-être un point, je voudrais resituer, pas trop en tenant compte du timing, mais resituer un petit peu ce que nous faisons au Fonds professionnel pour l'emploi dans le travail temporaire. C'est un organisme paritaire qui gère des fonds conventionnels de la branche du travail temporaire pour sécuriser les parcours. On aime à dire que sécuriser les parcours, c'est un petit peu vague, et en tout cas ça prend du sens et du concret quand on parle des questions d'illettrisme et de la mise en place de parcours de formation pour ces publics. Alors pourquoi le travail temporaire sur le sujet de l'illettrisme ? Aujourd'hui, on a travaillé avec la NLCI depuis longtemps sur l'étude vie quotidienne, donc qui permet d'identifier la situation de l'illettrisme par secteur d'activité. Et on a constaté malheureusement que dans l'intérim, on a 9% de personnes en situation d'illettrisme contre 7% dans l'ensemble de la population. On ne peut pas, quand on fait un constat comme celui-ci, s'arrêter là, puis regarder sur le côté. Donc la branche, depuis des années, a développé tout un tas d'initiatives et d'ingénierie. Je vais y venir aux compétences clés, mais je pense que... Non, j'espère. Je vais poser ma question, sinon. Et donc c'est un sujet d'autant plus important, ces compétences de base pour ces salariés intérimaires, que ce sont des personnes qui évoluent dans différents environnements professionnels, qui occupent différents emplois, une mission ici, là, etc. Et donc les compétences de base, elles sont absolument nécessaires. Et surtout pour évoluer, pour se maintenir dans l'emploi, parce qu'on voit, et c'est une des difficultés, on y reviendra peut-être, que en fait l'accès à l'emploi, il existe, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup aujourd'hui de salariés intérimaires qui rencontrent des difficultés d'illettrisme, mais ça ne les empêche pas de travailler. Donc voilà, ça c'est un gros sujet, c'est pour ça que notre sujet c'est d'abord un sujet de repérage et d'accompagnement, et plutôt que de mise à l'emploi. Bon, pour faire un peu, pour arriver directement à la question, on a mis en place tout un tas de tentatives, d'essais. Alors on a travaillé sur de l'outillage des organismes de formation, sur les compétences transverses, sur les soft skills. Un peu plus récemment, sur les compétences transverses, on a créé un référentiel de compétences transverses. Voilà, on joue
c'est un jeu très sérieux pour le coup, Serious Game, on joue autour de tout ça. Et la dernière initiative qu'on a mise en place, c'est la mise en place d'une expérimentation sur les compétences clés, qui a pour point de départ une réflexion paritaire qui est menée au sein de la Commission paritaire nationale de l'emploi. Mais je trouve que c'est important de le souligner parce que c'est pas juste une démarche technique, c'est vraiment une politique de branche qui a derrière tout ça. Avec la volonté de dire, bah tiens, puisqu'on y arrive plus ou moins là-dessus, est-ce qu'on pourrait pas penser à un certificat ou une certification? Pourquoi penser à une certification intérimaire? C'est parce qu'en fait, on se rend compte que Cléa, alors ça générera peut-être des questions ou des débats, pour les intérimaires, c'est difficile d'accès. C'est une marche trop haut par rapport à cet accès à la certification. Donc la réflexion, c'est de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas créer une certification? Et donc, ce qui va avec, un référentiel de compétences clés spécifiques, celui-là on l'a créé, spécifique à l'intérim, qui est construit de la manière suivante. On prend les 14, après c'est discutable, je sais que j'ai plein d'experts autour de la table, mais on prend les 14 métiers les plus exercés ou les plus représentés dans le travail temporaire. Sur ces 14 métiers, on identifie les compétences clés qui sont associées. On met dans le chaudron, c'est là où je dis que je suis pas un expert, et puis on essaye de ressortir un référentiel avec des niveaux, des compétences identifiées, des niveaux de maîtrise des compétences, imitation, adaptation, transposition, et puis derrière ces compétences clés, on a un socle qui peut concerner les personnes, quel que soit le métier qu'elles identifient. Donc on outille, on a ce référentiel, et puis on dit, on va expérimenter des parcours. Pour pouvoir expérimenter des parcours de formation sur la base de ce référentiel, on outille les prestataires de formation, on les outille d'une valise pédagogique avec des scénarios d'évaluation, des épreuves, etc. Ça, c'est un point important. On n'a pas beaucoup parlé tout à l'heure dans les débats, c'était pas forcément l'occasion, mais l'offre de formation, en tout cas le modeste constat qu'on peut faire, c'est qu'elle n'est pas forcément toujours en situation de répondre aux besoins. Parce que, enfin, à nos besoins qui sont de dire on veut travailler, parce que c'est un parti pris, à la fois sur l'acquisition des savoirs de base, mais toujours, et on l'a entendu beaucoup depuis tout à l'heure, de manière contextualisée par rapport à une situation d'emploi. Notre propos, le propos de la branche, c'est de dire on part de l'emploi pour acquérir les compétences de base, et en même temps, on acquiert les compétences de base pour aller vers l'emploi. Mais en tout cas, notre point, c'est d'abord partir de l'emploi, de deux manières. L'emploi, on va décortiquer les situations professionnelles, mais l'emploi parce que c'est aussi un statut qui est apporté à la personne, et ça on y croit beaucoup. On croit beaucoup pour motiver les personnes à aller travailler sur les savoirs de base, leur proposer un contrat de travail, une rémunération qui va avec et une formation payée, c'est quelque chose qui est assez mobilisateur, fédérateur. Je ne vais pas aller plus loin sur l'ingénierie, juste de dire que ces outils, référentiels de compétences, référentiels d'évaluation, ils sont disponibles sur les sites, notamment je vous invite à aller regarder sur le site de l'Observatoire de l'intérim et du recrutement, à aller regarder sur le site du FPETT. J'en profite pour faire ma pub au passage, mais ce n'est pas le propos, c'est parce que comme je ne peux pas rentrer dans les détails, c'est ça. On a réalisé une expérimentation voilà, en on y arrive, Île-de-France, et vous allez nous en parler voilà. Du coup. Donc une expérimentation de parcours, ce sont des parcours qu'on a conçus sur la base sur 140 heures, dans le domaine plutôt du BTP. Mais ce qui est intéressant et difficile, et c'est l'enjeu, en tout cas le pari, c'est qu'on peut accueillir au sein d'un groupe, et on a accueilli au sein d'un groupe, des personnes qui ont pour projet d'aller travailler dans le médico-social, ou dans le BTP. Et là, ça paraît, enfin sur le papier en tout cas, ça nous paraissait un petit peu une gageure, mais en fait, comme le sujet, c'est vraiment les compétences clés, le métier qu'on va cibler, finalement, c'est pas le propos. Par contre, on a un gros enjeu, c'est comment on peut individualiser un parcours et comment on peut animer de manière, enfin sur le plan de la pédagogie, une formation avec un groupe dans une salle qui va avoir des préoccupations, des modalités d'avancement ou d'apprentissage différentes. Ça, le sujet, je vous le dis tout de suite, on est expérimenté, on n'a pas encore tiré tous les enseignements du sujet, donc ça on le garde pour un petit peu plus tard. Donc une quinzaine de personnes, je rebondis sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure, vous avez dit, et ça a été dit, les résultats c'est quoi en fait? C'est beaucoup de confiance. Et alors on dit ça souvent, mais j'aime bien aussi les preuves dans ce domaine-là. Les preuves, moi, elles viennent des personnes, donc qui s'expriment. Elles l'ont dit, j'ai de la confiance. Il y a une confiance qu'elles investissent dans plein de domaines, que ce soit le domaine professionnel, plus d'autonomie dans la réalisation des démarches administratives, plus de facilité à candidater à une offre d'emploi, que ce soit dans l'intérim ou dans un autre secteur. Et puis là, moi j'ai repris avant, parce que j'ai un peu préparé, mais il y a une personne en particulier, moi, qui m'a bluffé. Alors c'est pas sur l'Île-de-France, mais c'est une expérimentation identique qu'on a menée sur Toulouse, qui avait pour projet et qui venait sur cette démarche-là pour faire une VAE.
jouer à faire de la VAE quand vous avez des difficultés avec la maîtrise des savoirs de base, soit on envisage d'autres modalités, soit vraiment il faut un fort accompagnement. Et à l'issue de ces 140 heures, c'est petit 140 heures comme format, la personne se sentait prête à y aller sur, au moins entrer dans un processus d'accompagnement avec une personne pour l'aider sur de la VAE. Donc de ce point de vue-là, c'est un critère pour nous d'évaluation et de réussite. Voilà. En restant dans le timing, voilà, ce que je peux... sur l'expérimentation. Non, après, ce qui est peut-être intéressant, c'est quand même que vous nous partagiez, justement, un petit peu comme l'ont fait vos collègues de la table ronde, sur que sont selon vous les éléments qui sont les incontournables en fait pour que ça fonctionne, et puis qu'est-ce que vous identifiez comme étant les freins ou les difficultés encore pour avancer sur ces sujets. Il y en a pas mal qui ont été évoqués aujourd'hui. Je pense que la contextualisation, c'est un pari qu'on fait, qu'on a envie de croire gagnant, donc on va le maintenir. Et je pense qu'effectivement, le lien avec la situation ou l'environnement de la personne, c'est nécessaire parce qu'il faut qu'il y ait un écho. Sinon, on est dans de la théorie, je vais être un peu provocateur, mais on est dans un sujet quand même qui est très complexe quand on l'aborde sur le plan de l'ingénierie. J'ai entendu plein de mots aujourd'hui, j'en ai même appris un, c'est-à-dire, m'en veuillez pas, la personne qui l'a prononcé, mais innumérisme, je l'ai découvert, je le connaissais pas. Il n'a pas été prononcé, mais du coup je suis allé sur internet, j'ai vu dyscalculie. Enfin, je suis un peu perdu sur le volet expert. Donc, notre enjeu pour que ça marche, c'est d'arriver à transformer ce que j'appelle le chaudron en quelque chose qui soit lisible, simple et à la portée des utilisateurs, que ce soit les personnes, les organismes de formation professionnels et les entreprises. Ça, c'est vraiment le sujet. Je dis pas que j'ai la réponse, mais et si je l'avais, j'en serais ravi, mais je la connais pas. Donc là, c'est un enjeu extrêmement fort. Sur les freins, alors en tout cas que nous on identifie, et c'est bien, ça fait écho au premier atelier, c'est en première conférence, c'est le repérage. Aujourd'hui, on a plein d'entreprises qui seraient prêtes à recruter des personnes sous statut salarié pour partir en formation, pour l'acquisition des savoirs de base. Et on a essayé sur 4 territoires les compétences clés. Il y a 2 territoires sur lesquels la difficulté n'a pas été de trouver l'organisme, c'est de trouver les candidats. Pour plein de raisons, les contournements, on masque ces difficultés, mais on doit aussi nous prendre notre responsabilité. On n'a pas été suffisamment convaincants, on ne sait pas forcément quel discours tenir. Voilà, on a une vraie difficulté de recrutement. Ça se fait une bonne synthèse sur parlons-en pour avancer. Hein, on est vraiment dans le... Et agissons. Oui. Est-ce que je peux vous interrompre là, ou est-ce que vous souhaitiez encore évoquer un point ? Non, parce qu'après j'ai un timing à respecter. Voilà, c'est très bien. Écoutez, je vous remercie très sincèrement tous les 5 parce que vous avez été extrêmement clairs et vous avez parfaitement respecté le timing, donc c'est vraiment parfait. Donc déjà, merci beaucoup. Et puis on va laisser la parole à la salle. Il y a peut-être des questions ou des demandes de précision ou formation. Ouais. Alors je vais vous apporter le micro et puis Hélène va m'aider sur l'autre côté. Oui, bonjour. Donc Laurence Martin du réseau des APP, les ateliers de pédagogie personnalisée. Je voulais contribuer à la réflexion. J'ai trouvé ça très très intéressant justement de voir comment de redonner confiance, redonner l'appétence, etc. Et contribuer à la réflexion collective parce que dans le cadre des ateliers de pédagogie personnalisée, en fait, c'est une démarche pédagogique qui est basée sur l'auto-formation accompagnée et surtout historiquement sur le développement des compétences socles et de la remise en confiance des personnes. Et il se trouve que dans notre réseau, on a des CFA qui ont intégré une cellule atelier de pédagogie personnalisée de façon à venir en renfort à la démarche pédagogique portée par le CFA. Et ce lieu, en fait, n'accueille pas que les personnes en difficulté sur les compétences clés, mais accueille tous les modes projet et accueille aussi les personnes qui s'ennuient en CFA, parce que dans les CFA, il y a plusieurs profils. Il y en a 2 qui sont en difficulté. Il y a les CFA, ils accueillent aussi des personnes qui sont orientées par défaut. Voilà, sur mon territoire, il y a un CFA de mécanique et de cuisine. Et on m'a mis sur mécanique, ça m'intéresse pas. Je suis en difficulté, je suis là, je sais pas pourquoi, et on me laisse à l'école. Et mes difficultés sur les compétences clés, l'approche disciplinaire elle fonctionne pas, c'est pas la bonne. Et bien ces CFA ont une alternative à proposer en disant, écoute, tu vas aller passer du temps avec l'équipe APP pour justement voir les choses autrement. C'est-à-dire on fait des mises en situation, on fait du mode projet, voilà. Où on mélange les publics, parce que parmi les autres publics en CFA qui sont en difficulté, il y a ceux qui ont fait le choix du métier, mais qui sont passés par le prisme parental du passe ton bac d'abord. Et qui, du coup, sur les matières disciplinaires, s'ennuient. Et qui vont également en APP sur du mode projet. Et donc, en fait, ce lieu
devient un endroit pour accueillir tous les profils qui ont envie d'apprendre autrement, et pas seulement les personnes en difficulté. Et du coup, ça permet quand je vois inspirer pour accompagner, c'est vraiment ça, c'est de fonctionner en mode projet pour retourner sur le disciplinaire en lui donnant du sens. Lorsque vous avez des jeunes qui vont à l'école, c'est un exemple que je prends souvent, en tant que parent, je ne sais pas comment vous faites vous, mais expliquez à votre enfant pourquoi il doit faire de la trigonométrie, moi je ne sais pas faire. Alors que les probas, je sais lui expliquer parce que je lui ai montré dans le journal, etc. C'est ça en fait, c'est de reprendre justement tout le disciplinaire sous l'angle de la réalité, de ce qui m'intéresse et du mode projet. Et c'est là que du coup, pour les personnes en situation d'illettrisme, ça prend beaucoup plus de sens. Je comprends pourquoi je suis là et je comprends, il y a un élément qui était très important et très intéressant, que je ne suis pas incompétent en tout. J'ai plein de compétences à solliciter, à mobiliser. J'ai plein d'appétences aussi. Et bien là, en mode projet, je peux les mobiliser. Et là, l'écriture et la lecture vont prendre du sens dans les apprentissages que je vais avoir. Et quand je retournerai dans le profil CFA habituel que porte la structure, ça me posera beaucoup moins de questions. Merci pour cette intervention. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole, d'autres compléments à apporter? J'arrive. Oui, Fred Numa, je suis directeur du CFA de Seine-et-Marne, un CFA agricole et horticole. Donc, j'étais très content du travail que vous avez réalisé, Madame Arnoux, parce que je vois bien que l'agriculture inspire. Effectivement, on a beaucoup développé la pédagogie par objectif, les formations par unité capitalisable, et ce sont aussi autant d'outils, autant de dispositifs qui permettent une meilleure insertion. Je pose une question générale à la salle. Est-ce que vous avez inclus les voyages d'études? Vous savez que dans le cadre des OPCO, on a la possibilité de développer la mobilité. Et moi, je reviens de voyage en Italie avec 40 jeunes de première et je vois la différence. Ils n'avaient jamais pris l'avion, ils m'ont donné toutes sortes d'arguments pour ne pas y aller. J'ai insisté, ils sont allés, ils sont revenus très enchantés et puis je vois le changement. Donc, par rapport au savoir-être, les voyages d'études ne sont pas à négliger dans les parcours de formation. Et puis, j'ai envie de dire que l'alternance, c'est aussi un va-et-vient pédagogique. Un va-et-vient pédagogique entre la théorie et la pratique. Et c'est Claire Debon qui disait, et si la pratique était le plus court chemin pour connaître la théorie? Et souvent, on néglige cet aspect et on oublie, et c'est là que c'est intéressant en agriculture, ce qu'on appelle le pré-réfléchi, où les gens, sans connaître le français par cœur, etc., ils sont capables de développer des indices et de reproduire beaucoup de fois un même geste. Et donc, c'est un peu ce que j'ai envie de dire, que nous, on a compris, on a accepté que l'alternance, effectivement, c'est une voie de réussite, une voie qui permet à d'autres de devenir ingénieurs, etc. Et il faut qu'on puisse continuer dans ce sens. Merci, monsieur. On peut prendre une dernière question ou remarque avant de céder la parole pour la conclusion, s'il en reste une. Non. Voilà. Peut-être que répondre à la question sur la mobilité, bien évidemment, et d'ailleurs, il y a un 4e tome qu'on est en train qui va sortir là dans quelques semaines sur les récits de travail en mobilité. Bien évidemment, notre branche, le BTP, et à travers le 3CA BTP, nous accompagnons la mobilité européenne des établissements et cette mobilité, bien évidemment, ouvre la porte à faire autrement. C'est une autre modalité d'apprentissage, tout comme vous avez évoqué tout à l'heure, le fait de partir du terrain, c'est bien le propre de l'apprentissage en contextualisé, c'est que on s'intéresse d'abord à ce que la personne connaît, son environnement, ce qui est évocateur pour cette personne, pour aller après vers la théorie. C'est bien la démarche inductive sur laquelle, je pense que les personnes qui sont dans la salle s'y reconnaîtront. Et puis aussi, bien évidemment, si on reprend pour conclure, en tout cas sur ça, si on reprend, il y a 2 ou 3 points importants pour lever les freins, que ça soit
l'illettrisme ou l'apprentissage en général, c'est la capacité de reconnaître la personne et de connaître son niveau, c'est la capacité de contextualiser et par la pédagogie de projet, mais c'est aussi c'est aussi la capacité d'apporter une aide à la prise de recul, à la réflexivité. C'est cet ensemble-là qui va faciliter l'apprentissage. Ben, ce sera le mot de la fin pour cette table ronde. Merci encore à tous les 5 et donc on va céder